Bonjour, on m'a demandé aujourd'hui de discuter de l'article à paraître sur l'utilisation des inhibiteurs de la bruton-tyrosine kinase dans le traitement de première ligne de la leucémie lymphoïde chronique. Cet article est rédigé par Dr. Laurie Sen. Voici la divulgation de ces conflits d'intérêts. Les miens peuvent s'apparenter un peu, même si plusieurs compagnies apparaissant ici me sont inconnues. La traduction de ces diapositives ont été faites par une tierce personne qui amène peut-être l'utilisation de termes peut-être moins intuitifs, mais je vais tenter de passer au travers de façon la plus simple possible. Donc, cet article a été rédigé en collaboration avec d'autres hématologues canadiens et sera publié dans la revue Current Oncology au mois de décembre 2020. L'introduction. Donc, le paysage du traitement de la leucémie lymphoïde chronique a été grandement enrichi les dernières années par l'introduction de nouveaux agents, entre autres les inhibiteurs de la bruton-tyrosine kinase, dont l'ibrutinib et la calabrutinib, les inhibiteurs de la BCL2 tel le venetoclax, les inhibiteurs de la kinase PI3K comme l'idélalizib, qui est actuellement indiqué dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique en rechute ou réfractaire. La bruton-tyrosine kinase est une protéine kinase de la famille TEC qui agit en aval du récepteur de cellule B pour réguler la prolifération, la maturation, la différenciation, la migration et l'apoptose des lymphocytes B, donc une protéine essentielle à la survie de la cellule. Elle est également exprimée dans d'autres cellules hématopoïétiques dans toutes les lignées, à l'exception des lymphocytes T et des plasmocytes, et elle est surexprimée dans les cellules malignes de la leucémie lymphoïde chronique en faisant une cible privilégiée en termes de thérapie. Les inhibiteurs actuellement approuvés de la bruton-tyrosine kinase, le doyen l'ibrutinib, approuvé depuis 2016 suite à la publication de l'étude RESONATE, et depuis plus récemment, novembre 2019, la calabrutinib, approuvée suite à la publication des données de l'étude ELEVATE-TN. Il n'y a pas de données comparatives directes entre les différentes molécules. Nous devons donc nous baser sur les résultats de ces études en termes d'efficacité et d'innocuité pour faire notre choix individuel pour chaque patient. Les objectifs de cet article sont d'une part de revoir les caractéristiques pharmacologiques de ces molécules, l'efficacité rapportée dans les études en première ligne et l'innocuité rapportée dans ces mêmes études. Discuter aussi les inhibiteurs de la bruton-tyrosine kinase qui sont actuellement en cours de développement et discuter les aspects pratiques de la prise en charge des effets adverses de ces molécules dans le paysage thérapeutique canadien. Nous allons d'abord débuter par quelques diapositives un peu plus arides sur la pharmacodynamique de ces molécules. Ici apparaît un schéma démontrant la sélectivité des différentes molécules disponibles ou à venir. Ce profil de sélectivité peut être variable. Ce tableau résume cette sélectivité, démontrant une diversité dans les effets sur des cibles autres que le BTK, qui peuvent expliquer la diversité des effets secondaires rapportés entre les différentes molécules. L'émergence des mutations du C481S peuvent occasionner une résistance aux inhibiteurs de la BTK irréversible. Il y a une nouvelle classe qui est développée, qui sont des inhibiteurs réversibles à lésions non covalentes, tels le VK-brutinib, le LOXO 305 et l'ARQ 531, et qui semblent être efficaces dans les cas avec une mutation du C481S in vitro. Nous allons maintenant réviser les données d'efficacité de ces inhibiteurs de la BTK dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique en première intention. D'abord, l'ibrutinib, le doyen, plusieurs essais cliniques de phase 3, RESONATE 2, qui comparait l'ibrutinib au chlorambucil seul et démontrait une survie sans progression nettement supérieure et un bénéfice de survie globale nettement supérieur dans cette population un peu plus âgée et avec plus de comorbidité. L'étude Alliance, une population avec un peu moins de comorbidité, on comparait l'ibrutinib ou rituximab ibrutinib au bendamustine rituximab
Il y avait un bénéfice de survie sans progression, mais pas de bénéfice de survie. L'étude Illuminate, des patients, encore une fois, avec comorbidité et d'âge plus avancé, qui comparait la combinaison d'ibrutinib avec obinutuzumab avec chlorambucil obinutuzumab et démontrait un bénéfice de survie sans progression notable, mais pas de bénéfice en termes de survie globale. Et enfin, l'étude ICOG 1912 présentée à l'ASH il y a 2 ans, étude un peu surprenante qui visait une population beaucoup plus jeune avec un âge moyen de 57 ans et qui comparait l'ibrutinib rituximab au régime standard FCR. Et on note non seulement un bénéfice de survie sans progression, mais un bénéfice de survie globale pour les patients dans le bras ibrutinib rituximab. L'acalabrutinib, un essai de phase 3, ELEVATE-TN, où on comparait l'acalabrutinib seul ou en combinaison avec l'obinutuzumab versus chlorambucil l'obinutuzumab. Et ceci démontrait un bénéfice de survie sans progression notable, mais pas de bénéfice de survie globale. Le zanubrutinib, l'étude de Sequoia, qui est encore en cours, pour lequel nous n'avons pas encore de données à présenter. Nous allons réviser le profil d'effets adverses de ces différentes molécules dans les études citées. Ce tableau résume les effets adverses rapportés dans ces études. Le taux d'effet adverse global est quand même significatif, mais la majorité sont de grade 0, 1, 2 et les grades 3 et plus sont beaucoup plus rares. Nous allons passer à travers ces différents effets adverses et leur prise en charge. Nous allons commencer par la diarrhée. Donc, celle-ci peut être causée par l'inhibition hors cible de l'EGFR, donc particulièrement pour l'ibrutinib. La fréquence rapportée dans les études est d'environ 40% pour tous les grades confondus. En général, elle est de faible grade et survient tôt dans le traitement. Elle est souvent autorésolutive et ne nécessite pas de modification de dose. Si le patient est symptomatique, on peut proposer des antidiarrhéiques tels que le loperamide. Être vigilant si le patient présente d'autres symptômes digestifs tels que la fièvre ou des douleurs abdominales afin d'évaluer s'il n'y a pas une cause infectieuse. Dans les cas plus sévères, grade 3-4, on peut suspendre la thérapie jusqu'à qu'elle revienne à un grade 2 et reprendre à la même dose et si c'est récurrent, considérer une diminution de dose. L'éruption cutanée. Elle survient chez un tiers des patients traités par l'ibrutinib, surtout pendant la première année. Sa fréquence a tendance à diminuer avec le temps. Compte tenu de l'effet antiplaquettaire, ce rash peut être des fois un peu pétéchial, généralement non prurigineux. Il peut apparaître lentement ou avoir une installation plutôt rapide avec une sévérité qui est variable. Des fois, il peut être associé à un œdème périphérique, ce qui rend sa prise en charge un peu plus difficile. En général, l'éruption cutanée est autorésolutive. Elle n'exige pas de modification de dose. Si le patient est symptomatique, s'il rapporte du prurite, on peut considérer des corticostéroïdes topiques et des antihistaminiques par voie orale. Les arthralgies sont rapportées chez environ 20% des patients, en général de faible grade. Elles apparaissent elles aussi plus tôt dans le traitement que tard et se résolvent sans modification de traitement. Il semblerait que le taux associé à la calabrutinib et le zanubrutinib soit un peu plus faible. Il n'est pas nécessaire de modifier la dose. On peut administrer de l'acétaminophène. On peut donner des corticothérapies, mais je ne le recommande pas compte tenu du degré d'immunosuppression des patients. L'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens n'est pas recommandé à cause de l'effet antiplaquettaire et le risque d'hémorragie associé. Si l'arthralgie persiste et affecte la qualité de vie du patient, on peut tenter d'interrompre la dose, voir si ceci améliore les symptômes et reprendre à des doses moindres si nécessaire. Les céphalées, elles peuvent toucher jusqu'à 40% des patients sous acalabrutinib et semblent être reliées uniquement à cette molécule. L'étiologie n'est pas connue. En général, il s'agit de céphalées de faible grade qui sont spontanément résolutives et facilement traitables par des mesures comme de l'acétaminophène ou la prise de caféine sans modifier la dose. Être vigilant à l'apparition
de symptômes neurologiques ou céphalées sévères, car dans l'étude, il y a eu des cas de leucoencéphalopathie multifocale réversible rapportés. La fibrillation auriculaire a été signalée dans 10 à 12 des patients traités par l'ibrutinib. Quand on regarde les populations, les études populationnelles, on note un pourcentage un peu plus élevé. Ça apparaît le plus souvent au début de traitement, mais peut apparaître n'importe quand dans le traitement. Les taux rapportés avec la calabrutinib et le zanubrutinib sont plus faibles, mais là encore, il n'y a pas eu de comparaison tête-à-tête de ces molécules et le recul est peut-être un peu plus court avec ces nouvelles molécules. Il y a le défi de l'anticoagulation chez ces patients qui ont déjà une anomalie de l'hémostase. Il y a eu des cas rapportés d'arythmie ventriculaire et de décès subis avec l'usage de l'ibrutinib, mais les cas sont rares. Pour ce qui est de la prise en charge, il faut certainement instruire et informer le patient sur les symptômes à surveiller, tels les palpitations. Rapidement demander des examens cardiaques si le patient rapporte des symptômes. Pour ma part, j'ai tendance à faire un ECG de base avant l'initiation de la molécule afin d'avoir un comparatif ultérieur. Si la fibrillation auriculaire survient, il n'est pas recommandé de suspendre l'ibrutinib car ceci n'affectera pas le taux de résolution. On doit consulter un cardiologue qui évaluera le risque d'AVC, le risque de saignement pour introduire d'une part l'anticoagulation et pour introduire des bêta-bloqueurs pour ralentir la fréquence cardiaque. Si la FA est récurrente ou sévère, on peut envisager d'interrompre le traitement. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, elle a été rapportée chez 20% des patients et quand on regarde les études populationnelles, ceci semble beaucoup plus élevé. Il y a certainement un effet confondant de l'âge des cohortes de patients, mais sa fréquence semble augmenter avec le temps sur traitement, particulièrement avec l'ibrutinib. Et il est important d'introduire un programme de surveillance chez ces patients. Le mécanisme comme tel n'est pas bien expliqué. Il pourrait passer par une régulation négative de la kinase PI3K ou du VEGF. Pour les nouvelles molécules, ce taux semble plus faible, mais là encore, un recul moins important. Donc, nous allons avoir un programme de surveillance de la pression artérielle en association, par exemple, avec le médecin de famille et d'introduire une thérapie si nécessaire, sans modifier la dose de l'inhibiteur du BTK. L'hémorragie, jusqu'à 50% des patients sous ibrutinib rapportent des saignements mineurs ou des ecchymoses et jusqu'à 10% d'événements majeurs sur les suivis à long terme. Là encore, les études populationnelles semblent monter un taux plus élevé. En général, ces événements peuvent arriver le plus souvent dans la première année, mais peuvent arriver n'importe quand dans le décours du traitement. Là encore, il est difficile de comparer les taux à travers les différentes molécules utilisées et il faut rester vigilant avec toute cette classe de molécules. En termes de prise en charge, pour ce qui est de la prévention, bien sûr, si possible, ne pas utiliser de warfarine, antagoniste de vitamine K, DOAC ou antiplaquettaire si non nécessaire chez ces patients. Si une anticoagulation est requise pour une situation donnée, envisager des anticoagulants plus récents, tels l'apixaban ou l'enoxaparine, et aussi à plus courte durée de vie. Si un patient a une chirurgie mineure de planifier, recommander un arrêt du BTK 3-4 jours avant et après, puis s'il s'agit d'une chirurgie plus importante, 7 jours avant et 7 jours après. Advenant un événement hémorragique majeur, il faut bien sûr cesser l'inhibiteur de BTK et possiblement procéder à des transfusions plaquettaires si le saignement n'est pas contrôlé. Le taux d'infection est accru avec l'utilisation de ces molécules et il y a des cas d'infection opportuniste rapportés, particulièrement chez les patients utilisant ces molécules en deuxième ligne et plus. Ce taux semble légèrement plus élevé avec l'utilisation de l'ibrutinib, peut-être à cause de l'inhibition conjointe du BTK et de l'ITK qui est exprimée dans les lymphocytes T et qui modifie leur fonction immunitaire, mais toutes ces molécules doivent être considérées possiblement immunosuppressives.
Il faut être vigilant des infections opportunistes, fongiques, telles l'aspergillus ou le pneumocystis. Et les cas peuvent être plus fréquents s'il y a une utilisation de stéroïdes, comme dans les cas de cytopénie immune. Pour ce qui est de la prise en charge, il y a certainement de la prévention. On peut utiliser l'aciclovir ou le valacyclovir à cause du risque accru de zona. On peut encourager le Shingrix, qui est un vaccin recombinant non vivant. Pour ce qui est du pneumocystis, on peut envisager une prophylaxie, mais je ne le recommande pas en première ligne. On n'a pas de bonnes données à cet effet. Et on essaie d'éviter les vaccins virus vivants atténués. Si on documente une infection, on n'est pas obligé d'interrompre la thérapie pour les grades 1 à 3. En cas d'infection de grade 4, on interrompt la thérapie jusqu'à résolution de l'infection. Il faut avoir un indice de suspicion plus élevé pour les infections opportunistes, telles l'aspergillose ou autres, et être vigilant avec les interactions médicamenteuses avec les agents anti-infectieux, d'impliquer rapidement un pharmacien dans les décisions. Si on utilise des inhibiteurs puissants du CYP3 à 4, il faut envisager baisser les doses d'inhibiteurs de BTK et surveiller les toxicités possibles. Qu'est-ce qu'il y en est pour l'arrêt du traitement? Ce tableau résume le taux d'abandon de ces molécules dans les différentes études, qui est de l'ordre de 10 à 15%. Pour ce qui est de l'ibrutinib, le taux d'abandon non relié à la progression au décès était surtout dû à l'infection, hémorragie, fibrillation auriculaire, éruption cutanée, thrombocytopénie. Pour l'étude ELEVATE et l'acalabrutinib, les causes d'arrêt, infarctus du myocarde, lésions cérébrales qui font référence aux presses citées plus haut et adénoplasie cérébrale qui ne sont pas reliées à la molécule. Pour l'étude Sequoia, il est trop précoce pour en tirer des conclusions. Il est sûr que ces molécules sont introduites pour une utilisation jusqu'à progression, donc la tolérance aux médicaments est importante dans l'adhérence à long terme et on veut éviter les diminutions et les interruptions de dose pour ne pas affecter l'efficacité. Dans l'étude ECOG 1912, je vous rappelle l'étude qui comparait l'ibrutinib avec le rituximab comparé au FCR. Les patients qui ont dû arrêter l'ibrutinib pour des raisons autres que la progression et le décès, la survie sans progression médiane était de 22,5 mois après l'arrêt. Quand on regarde les études populationnelles, le taux d'abandon semble plus élevé, peut atteindre 20%, et la cause la plus fréquente est la fibrillation auriculaire, probablement par méconnaissance de la prise en charge. Donc, on arrive au bout de cette présentation. En termes de conclusion, les inhibiteurs de la BTK sont devenus des incontournables dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. Nous avons 2 disponibles actuellement au Canada, l'ibrutinib et l'acalabrutinib. D'autres sont à venir. Nous n'avons pas d'essai de comparaison directe de ces molécules en termes d'efficacité et d'innocuité. En l'absence de ces données comparatives, nous devons nous baser sur les données des études de phase 3 qui ont amené l'homologation de ces molécules. Et nous pouvons tenir compte de différents facteurs dans notre choix de molécules. Par exemple, un patient démontrant des pathologies cardiaques sévères, telles que des tachyarrhythmies ventriculaires, peut être privilégier l'acalabrutinib, mais en restant vigilant, car il y a quand même des toxicités cardiaques rapportées. Un patient qui développe des éruptions cutanées sous ibrutinib peut être modifié pour de l'acalabrutinib qui cible moins le GFR. Des nouvelles molécules sont à venir et vont pouvoir être des alternatives pour certaines populations, comme le zanubrutinib. Et quand on doit procéder au choix de thérapie de première ligne pour ces patients, d'abord déterminer les traitements de durée limitée, même si intraveineuse, versus des traitements jusqu'à progression. Je vous rappelle que dans le contexte de pandémie, tant le HA que l'H font la recommandation de privilégier des thérapies orales afin de diminuer les visites intra-hospitalières et même là, d'utiliser le venetoclax avec vigilance compte tenu des hospitalisations pour l'augmentation de dose au départ et les risques de neutropénie ultérieure. Ceci conclut cette présentation. Merci beaucoup de votre attention.